Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans ce magnifique chef-d'œuvre d'Auguste Perret, le Palais d'Iéna, siège du Conseil économique. Vous savez que vous êtes aussi représentés au Conseil économique, puisque nous sommes en tout cas deux représentants du monde culturel, un professionnel, l'autre de la pratique amateur. Le CESE aujourd'hui, après la réforme de 2021, c'est 175 membres qui viennent des organisations salariales, patronales et du monde associatif. Depuis 2021, la participation citoyenne est officiellement intégrée aux missions du CESE. Avant, nous le faisions, mais maintenant, c'est officiel, c'est même légal. Nous nous attachons évidemment à ce que ça ne soit pas qu'une participation individuelle par tirage au sort, comme vous avez pu le voir dans les conventions citoyennes, mais que tout au long de nos travaux, nos organisations soient aussi partie prenante de nos débats et participent à des ateliers de construction, des avis, etc. Nous avons donc une commission éducation, culture, communication qui a rendu ces dernières années, je dirais, deux avis, un sur la démocratie culturelle qui a replacé la question des droits culturels dans une articulation avec la démocratisation et pas dans un remplacement. Nous avons eu une résolution sur la culture assez récente que vous pourrez aussi trouver sur le site. Il y en aura vraisemblablement d'autres dans les 2 ans qui viennent. Ici sont aussi organisées les rencontres culture, alors qui sont portées par la COFAC et depuis la dernière fois par le CESE lui-même, où effectivement vous êtes évidemment tous les bienvenus. Les prochains auront lieu en décembre dans 1 an, puisque c'est tous les 2 ans. La commission culture travaille, elle, actuellement sur les états généraux de l'information et on voit bien à quel point il y a des zones de recouvrement avec les préoccupations des artistes, entre celles des journalistes et celles des artistes. Je pense en particulier à la question de l'intelligence artificielle, à la propriété des données, mais aussi à la concentration des médias. Voilà, donc il y a des champs particuliers qui se recouvrent. Je suis évidemment tout à fait preneuse de vos discussions et de vos conclusions de ce soir pour pouvoir, si l'on peut, les introduire aussi dans cet avis qui concerne l'information, mais qui peut être tout à fait en lien. Enfin, les questions de l'intelligence artificielle sont traitées au CESE. Dans un peu tous les avis, on a décidé de ne pas faire un avis intelligence artificielle, mais plutôt de l'introduire dans chacun de nos avis pour vraiment regarder les usages et pas le dispositif en soi. Cette question a été traitée assez récemment ici dans l'hémicycle. Nous avons mis un fort accent sur les questions d'éthique, sur les questions de propriété intellectuelle. Donc effectivement, c'est un sujet que nous prenons en compte et que nous allons continuer à prendre en compte. Et enfin, je dois dire que je suis particulièrement attachée au thème de votre journée. Je rappelle que le droit des auteurs est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que c'est son article 27, et que dans cette maison, nous avons les yeux fixés en permanence sur ces différents articles. Voilà. Eh bien, je vous cède la parole et je vous souhaite de bons travaux. Je vais faire des essais de micro. Je ne sais pas si le son est bon ou... Éventuellement, je peux me servir de ce micro-là. Lequel vous préférez? Celui-là? Le micro, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux pour ce forum organisé par la SGDL sur un sujet qui mobilise depuis plusieurs mois tous les acteurs du monde de la création et de la culture. Je tiens à remercier Thierry Baudet, le président du Conseil économique et social et environnemental, Marie-Claire Martel, qui vient de parler, vice-présidente du CESE, Valérie Mollet, secrétaire générale du CESE, et Marianne Escura,
directrice déléguée auprès du secrétaire général du CESE, pour l'accueil qu'ils ont bien voulu réserver à cette journée interprofessionnelle de réflexion et d'échange dans un si beau lieu. Je voudrais également remercier l'ensemble des organisations d'auteurs et de diffuseurs qui ont accepté d'y participer, l'ADAGP, l'ATLF, les EAT, la SACD, la SACEM, la SCAM, le CEPM, le CNEP, le SNE, la SOFIA et l'USPA. Je pense avoir décliné tous les acronymes indispensables. Je tiens à remercier également la ministre de la Culture, Madame Rima Abdul-Malak, qui interviendra en clôture de ce forum à 17h30. En novembre 2022, le lancement d'une version gratuite grand public de ChatGPT, le premier robot conversationnel, était au centre de l'actualité. On découvrait un outil capable de répondre à des questions, de dialoguer avec un humain, de traduire des textes, de compléter des phrases, de produire des articles en fonction de consignes et de contraintes préalables. Au-delà du seul exemple de ChatGPT, les créateurs comprenaient qu'ils allaient être confrontés, concurrencés, voire menacés par des machines capables de produire ultra rapidement et en quantité infinie des textes plausibles, des images crédibles et des sons écoutables. Plusieurs de mes confrères, créateurs d'œuvres dans le domaine du livre et dans d'autres disciplines, prendront la parole cet après-midi. Certains feront part de l'expérience qu'ils ont acquise en apprivoisant des outils d'IA générative. D'autres expliqueront leur refus de pactiser avec la machine. En ce qui me concerne, je suis auteur de livres, je ne me suis jamais servi d'un outil d'intelligence artificielle. Mais j'écoute, je lis, je m'informe, j'essaie de comprendre, je pose des questions, je me pose des questions. Bref, je procède à la façon de n'importe quelle intelligence humaine, avec une certaine lenteur, sans souci d'exhaustivité et sans vouloir ingurgiter toutes les données disponibles. Je vais donc aborder un sujet qui me concerne, mais qui me dépasse, avec pour arme la curiosité, l'incompréhension, la peur, la colère, le doute, l'inventivité, l'optimisme et d'autres sentiments qui sont notre privilège d'être vivant par rapport à la machine. Je voudrais formuler ici quelques interrogations, quelques inquiétudes et quelques revendications, j'espère collectivement partagées, et dire ce que je sais, ce que je ne sais pas, ce que j'anticipe, ce que je peux supposer, craindre et espérer. Je sais que l'IA générative est appelée à prendre dans la vie de chacun de nous une place considérable. Je sais qu'elle va provoquer des bouleversements et des dégâts humains dans le secteur de la création. Elle va priver un certain nombre d'entre nous de ce qui leur permettait d'exercer leur métier de créateur. Les menaces pèsent déjà sur le travail des auteurs-traducteurs ou celui des auteurs-illustrateurs. Je sais que pour ces créateurs directement menacés, le terme de « sortant » est désormais utilisé, un terme techno d'une violence et d'une cruauté absolue. Je sais que pour être construites et entraînées, les machines de l'IA générative ont absorbé silencieusement et méthodiquement, pendant des années, des œuvres accessibles sur Internet. Je dis absorber, qui est un verbe neutre, pour ne pas dire, comme on dit généralement, moissonner, un verbe que je trouve beaucoup trop aimable, parce qu'il semble déresponsabiliser, voire innocenter, pour toujours, les auteurs de la moisson. Le mot « piller » convient beaucoup mieux, car on ignore combien d'œuvres protégées et lesquelles ont été concernées par cette absorption massive. Je suppose donc que le pillage, invisible, inquantifiable, a déjà eu lieu dans des proportions gigantesques et qu'il continue d'avoir lieu. En tant qu'auteur, j'ai besoin que ce passé récent soit éclairé et purgé, et que le présent et l'avenir ne soient pas soumis à l'opacité qui prévalait naguère et qui prévaut encore aujourd'hui. J'ignore si certaines de mes œuvres ont participé à la construction et au développement de l'IA générative, si elles ont fait ou font partie de ce qu'on appelle les données d'entraînement. Si cela s'est produit, je sais que je n'ai aucun moyen d'en avoir été informé et aucun moyen de m'y opposer. J'en déduis, si cela s'est produit,
que j'ai participé sans le savoir à l'enrichissement de l'IA générative. Cela veut dire que l'on m'a fait contribuer, sans que je l'ai voulu, à la disparition programmée de l'activité de certains de mes collègues, les sortants que j'évoquais plus haut. Cela veut dire aussi que je suis traité comme une sorte d'actionnaire passif, apportant malgré lui sa propre mise de fonds, la richesse de sa création, à un projet technologique ultra rentable, mais sans espoir de voir jamais cette mise de fonds lui rapporter quoi que ce soit en termes de rémunération. Pour me rassurer, je suis allé glaner sur Internet les propos tenus lors d'une audition au Sénat, des propos qui dessinent un paysage idyllique. Argument idyllique numéro 1, l'outil d'IA générative est un allié plutôt qu'un adversaire, puisqu'au lieu de se substituer à l'auteur, elle l'assiste. À moi, à nous, de l'accueillir comme une opportunité formidable. Argument numéro 2, la nouveauté de l'IA générative, à savoir l'automatisation de tâches intellectuelles, ne concerne que des tâches sans intérêt, répétitives, pour lesquelles l'intervention humaine n'apporte pas de grande valeur ajoutée. Et par conséquent, en effectuant de façon beaucoup plus rapide et moins coûteuse ces tâches sans valeur, les IA génératives libèrent les auteurs qui se concentrent sur les tâches nobles de la création. Argument numéro 3, l'IA générative ne repose que sur une forme limitée d'intelligence, l'intelligence analytique, incapable de concurrencer l'intelligence créative et l'intelligence émotive qui serait le propre de l'homme. Si je synthétise les 3 points de l'idylle, cela donne ceci. L'outil d'IA générative serait un auxiliaire un peu bourrin, mais très rapide, très efficace, pour accomplir des tâches intellectuelles subalternes. Cette variation contemporaine sur le vieux motif du maître et de l'esclave est une fiction qui ne m'inspire aucune confiance. Personnellement, je suis incapable, lorsque je crée une œuvre, de faire le distinguo entre les intelligences que je mobilise, analytiques, émotives et créatives. Plus fondamentalement, la pénibilité, l'argument de la pénibilité, je l'écoute, je l'entends, comme Ulysse écoutait le chant des sirènes, en sachant très bien que cette musique séduisante n'a qu'un but, le faire se fracasser sur le premier rocher venu. La vitesse de la machine qui règle une fois pour toutes la question de la pénibilité du travail, c'est séduisant en apparence, mais cela marque une opposition radicale entre la machine et l'homme. La machine est réglée pour la vitesse absolue, la quantité astronomique, ce qui la rend imbattable en termes de performance et de compétitivité. Le temps du créateur est tout autre. C'est un temps long, un temps qui fait la part belle à la maturation, au doute, au repentir, au découragement, à la patience, à toute la durée nécessaire pour que surgisse une œuvre de l'esprit, c'est-à-dire quelque chose d'inouï, quelque chose d'inédit, quelque chose d'inconnu. La création peut sans doute accessoirement s'allier à ce que produit la machine, mais elle s'inscrit dans une autre temporalité. Maintenir cette distinction est essentiel pour nous-mêmes et pour tous ceux auxquels nos œuvres sont destinées. Étant donné ces temporalités foncièrement contradictoires, je peux anticiper que l'introduction massive des produits machiniques, concurrençant des créations de l'esprit, présente quelques risques majeurs. Je viens de lire il y a quelques jours, dans un article du journal Le Monde, qu'un des géants américains d'Internet, Amazon, était confronté à la prolifération de faux livres, produits par des IA génératives. Il a donc été décidé de limiter à 3 livres, je mets des guillemets autour du mot livre, la possibilité pour un auteur, je mets également des guillemets pour le mot auteur, de publier chaque jour sur la plateforme Kindle Direct Publishing. Et celui qui publie doit spécifier, le cas échéant, si son livre, entre guillemets, a été écrit par une intelligence artificielle générative. On a là 2 illustrations des effets potentiellement désastreux de la productivité sans limite de la machine. Dans un contexte de surpublication, je parle ici de domaine du livre, il va y avoir un afflux supplémentaire, pour ne pas dire un déferlement d'objets portant le nom de livre, avec toutes les conséquences que cela implique sur l'économie de la création, en particulier, puisque c'est le domaine que je connais un petit peu, chez des auteurs économiquement déjà très fragilisés depuis des années. L'autre effet potentiellement catastrophique est qu'aux yeux du lecteur,
du spectateur, de l'auditeur, la frontière soit brouillée entre une œuvre créée par une intelligence humaine et un objet produit par un processus machinique. De la même façon qu'il est légitime que je puisse savoir en tant qu'auteur si mes œuvres nourrissent les outils de l'IA générative et que je puisse m'y opposer ou pas, il est légitime et nécessaire pour la pérennité de la création et de ceux qui la font vivre, que le lecteur, le spectateur ou l'auditeur soient informés avec clarté et précision et qu'ils aient les moyens de faire la différence parmi toutes les offres qui leur sont faites entre les produits machiniques et les œuvres de l'esprit. Je sais qu'aujourd'hui, l'exigence que des règles de transparence soient fixées, exigence portée par les auteurs et les organisations qui les représentent, a du mal à être entendue et comprise. Je sais aussi qu'il y a une volonté politique très forte en France de soutenir certains acteurs de l'IA générative et de faire émerger dans la compétition internationale des acteurs puissants capables de rivaliser avec les géants américains. Je sais aussi que l'on cherche à enfermer les auteurs dans une opposition simpliste entre innovation technologique et demande de régulation. Entre la première, qui serait au service de l'intérêt général, alors que la seconde trahirait la défense d'intérêts particuliers. Dans une tribune récente intitulée « Mistral gagnant, auteur perdant » avec un point d'interrogation, j'ai inversé les termes de l'opposition et souligné qu'il était tout à fait possible, dans un dossier aussi stratégique, qu'un acteur de l'IA soit en position de peser sur les choix politiques d'intérêt général tout en défendant activement ses intérêts particuliers. Je suis certain que les auteurs ne sont pas plus technophobes que technophiles et que nous n'avons aucun intérêt à nous satisfaire d'un affrontement caricatural entre une France innovante, boostée par le dynamisme de ces jeunes start-upers, et une France rétrograde de créateurs arc-boutés sur leurs droits et leur désir de survie. Je suppose qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre régulation et innovation, parce que je sais d'expérience que créativité et contrainte ne sont pas antagonistes. Les règles ne brident pas la création, mais au contraire la stimulent, l'éclairent, la guident. Pourquoi n'en serait-il pas de même dans l'univers technologique ? J'ai lu il y a quelques jours une déclaration du ministre délégué chargé du numérique, Jean-Noël Barrot. La voici. Il faut éviter d'écraser les innovateurs européens sous une réglementation trop lourde. Il se trouve que manier les mots, c'est mon domaine de compétence, et je peux donc sans difficulté renverser les termes et obtenir la contre-affirmation que voici. Il faut éviter d'écraser les créateurs européens sous une innovation technologique trop débridée. La journée qui s'ouvre à nous permettra, je l'espère, de mesurer la pertinence et la légitimité de cette contre-affirmation. Et maintenant, place au débat et aux échanges.